Sony Pictures Entertainment, souvent abrégé en SPE, est à cette époque une filiale de Sony Corporation of America, elle-même détenue par la multinationale japonaise Sony Corporation. À Culver City, le studio produit et distribue un grand nombre de films sous différents labels, dont Columbia Pictures, TriStar Pictures et Screen Gems. Et il développe aussi des programmes télévisés avec Sony Pictures Television. Les chiffres publics indiquent que Sony, le groupe, dégage autour de 70 à 75 milliards de dollars de chiffre d'affaires global au début des années 2010. Et sa branche cinéma-télévision, représentée par SPE, joue un rôle stratégique dans cette vaste organisation. À la tête de Sony Pictures, on trouve alors Michael Lynton, PDG de Sony Entertainment, et Amy Pascal, coprésidente de Sony Pictures Entertainment et également co-responsable du département cinéma. Il supervise la production de films commerciaux et de séries télévisées, tout en maintenant de multiples activités numériques qui dépendent dangereusement des serveurs mis hors service ce matin-là. Les spécialistes de la cybersécurité et les autorités américaines alertent déjà, depuis le début des années 2010, sur la montée des menaces informatiques portées par des groupes criminels et parfois soutenues par des États. Certaines entreprises ou institutions ont subi, avant 2014, des attaques retentissantes. On pense entre autres à des multinationales américaines victimes de vols de données ou à des organismes gouvernementaux ciblés par des intrusions d'espionnage. Toutefois, jusque-là, aucune action d'ampleur similaire n'a ciblé un studio de cinéma hollywoodien, surtout pour des raisons apparentes de censure culturelle. Le FBI et le Department of Homeland Security publient régulièrement des rapports préventifs, mais Sony Pictures ne craint pas d'attaque de ce type, du moins pas officiellement, et ne voit pas venir la tempête. Personne n'imagine qu'une simple satire politique puisse déclencher ce qui ressemble à une opération de sabotage numérique. Le film en question, titré The Interview, est conçu par Seth Rogen et Evan Goldberg, qui le réalisent et en coécrivent le scénario avec Dan Sterling. Seth Rogen partage aussi l'affiche avec James Franco. L'histoire met en scène deux journalistes américains, peu sérieux, recrutés par la CIA pour assassiner Kim Jong-un à l'occasion d'une interview organisée en Corée du Nord. Les producteurs choisissent d'utiliser le nom réel du dirigeant nord-coréen. Cette décision, assez audacieuse dans le contexte géopolitique, crée une tension. La Corée du Nord ne tarde pas à réagir, et dès juin 2014, son ministère des Affaires étrangères dénonce officiellement, par la voix de l'agence KCNA, une provocation impitoyable. La déclaration parle d'un acte de guerre et menace de représailles si le film sort dans les salles. L'ambassadeur nord-coréen Ja Song-nam adresse même une lettre aux Nations Unies, réaffirmant que ce long métrage équivaut à un sponsoring of terrorism de la part des États-Unis. Les médias internationaux relaient largement ces menaces, en soulignant qu'il est rare, même pour la Corée du Nord, de désigner directement un film comme casus belli. Malgré ces réactions publiques, tout semble continuer normalement à Hollywood. Sony décide de classifier The Interview comme une comédie satirique à gros budget, prête pour une sortie nationale à Noël, l'une des périodes lucratives pour les studios américains. En interne, certains cadres s'inquiètent du fait que la Corée du Nord soit délibérément nommée et que la scène de la mort de Kim Jong-un, apparemment très explicite, puisse provoquer une réponse agressive. Des emails circulent entre dirigeants, dont Amy Pascal et d'autres producteurs, exprimant des doutes sur les risques potentiels. Pourtant, rien n'indique, en surface, la volonté d'annuler la distribution du film. Aucun communiqué n'annonce de changement majeur, et l'équipe marketing fait son travail de promotion, convaincue que la polémique pourrait se révéler bénéfique pour attirer le public en fin d'année. À l'approche de novembre 2014, les mises en garde du FBI
évoque toujours un risque cyber accru pour les entreprises américaines. Mais elle reste générale. Sony Pictures n'est pas explicitement mentionné dans ces alertes. Et personne ne revendique alors la moindre intention de prendre pour cible les serveurs de Culver City. Les systèmes internes de Sony fonctionnent à plein régime. La messagerie circule, les contrats et les données sensibles sont stockés sur des serveurs internes, et les productions en cours progressent sans perturbation visible. Les équipes de post-production, de distribution et de ressources humaines utilisent quotidiennement ces outils, sans soupçonner qu'un accès malveillant est peut-être déjà en place. La tension grimpe. Quelques mois plus tôt, la Corée du Nord menaçait de représailles impitoyables face à la sortie de The Interview. Et maintenant, Sony subit une cyberattaque inédite à Hollywood. Toutefois, dans cet instant, ni Sony ni le FBI ne peuvent affirmer officiellement que Pyongyang est responsable. Les techniciens essaient de dresser l'inventaire des systèmes touchés, tandis que la direction s'interroge. D'où vient cette frappe informatico-criminelle ? Pourquoi la société est-elle ciblée avec une telle précision ? Et surtout, qu'attendent réellement ces gardiens de la paix ? Les premières heures de cette crise sont confuses. Un studio tout entier s'arrête brusquement, sans encore réaliser que cette attaque, annoncée par un squelette numérique, va bientôt secouer bien plus que l'industrie du divertissement. Rapidement, un groupe se présentant comme les Guardians of Peace revendique l'attaque à travers différents canaux. Les premières déclarations émanent de plateformes de partage de fichiers et de messages transmis à certains médias. Le ton demeure flou. Les GOP réclament une justice non spécifiée, brandissent la menace de publier des informations encore plus délicates et exigent que Sony se conforme à des demandes qui ne sont pas clairement énoncées. À ce stade, rien n'établit un lien explicite avec le film The Interview, même si certains analystes et journalistes commencent à soupçonner un rapport avec la polémique existante. Les enquêteurs, eux, se concentrent sur l'aspect destructeur du malware, capable d'effacer massivement des données tout en siphonnant des téraoctets d'informations. Au fil de leurs investigations, les agents du FBI découvrent des similitudes troublantes entre ce logiciel malveillant et des outils déjà reliés à des opérateurs nord-coréens. Selon des déclarations officielles qui surviendront plus tard, l'attaque s'avère sophistiquée et requiert une présence prolongée sur le réseau de Sony avant le 24 novembre, indiquant une phase de reconnaissance intensive. Pendant que les experts commencent à rassembler ces pièces, les premières fuites apparaissent sur des sites de téléchargement illégal. Plusieurs films Sony, encore inédits, se retrouvent en libre accès. Annie, Style Alice ou encore Fury circulent hors de tout cadre légal, prenant de court les campagnes promotionnelles initiales. Début décembre, la situation empire. Les attaquants libèrent une avalanche de documents internes, depuis les emails de la direction jusqu'aux feuilles de paie et aux numéros de sécurité sociale des employés. Des correspondances embarrassantes, y compris entre Amy Pascal et Michael Linton, viennent ternir l'image de la société. Certains échanges contiennent des commentaires surprenants sur des acteurs ou des sujets politiques. La presse relaie aussitôt ces éléments pourtant obtenus de manière illicite, et Sony menace légalement les rédactions qui diffuseraient ces informations confidentielles. En interne, la priorité consiste à protéger les salariés, notamment contre d'éventuelles usurpations d'identité. Au même moment, les messages des Guardians of Peace se recentrent sur The Interview et affirment clairement que la sortie du film doit être annulée. Le 16 décembre, le groupe franchit un cap et évoque gravement la possibilité d'attaques physiques contre les salles qui projetteraient la comédie satirique. Le Department of Homeland Security publie alors un communiqué pour signaler l'absence de preuves solides quant à un risque terroriste imminent, mais recommande néanmoins la prudence. Les principaux exploitants de cinéma aux États-Unis, tels AMC ou Regal, ne souhaitent pas prendre de risques
et retirent le film de leur programme. Sony annule donc la sortie en salle prévue quelques jours plus tard, entraînant une vive réaction publique. Certains y perçoivent un renoncement à la liberté d'expression sous la pression d'une menace anonyme, tandis que la Maison-Blanche s'exprime pour signifier que la décision de Sony n'a pas été sollicitée par le gouvernement. Le 19 décembre, Barack Obama déclare publiquement que le studio fait une erreur en renonçant à diffuser son œuvre, même s'il comprend la complexité de la situation. Finalement, dans la foulée, Sony revoit sa position et choisit de proposer The Interview dans certaines salles indépendantes, ainsi qu'en VOD sur des plateformes numériques dès le 24 décembre, justifiant cette volte-face comme un acte en faveur de la liberté artistique. Le même jour, le FBI publie un communiqué officiel pour attribuer l'attaque à la Corée du Nord. À l'appui de cette accusation, les autorités soulignent l'utilisation d'adresses IP et de morceaux de code fréquemment associés aux opérations de hacking nord-coréennes, ainsi que des signatures propres au malware déjà connues. Barack Obama confirme la responsabilité de Pyongyang et annonce des représailles proportionnées, sans en révéler immédiatement la nature. De son côté, la Corée du Nord nie toute implication et propose même une enquête conjointe avec Washington, suggestion aussitôt écartée. Des experts en cybersécurité soutiennent majoritairement la version d'une implication nord-coréenne, même si certains émettent des doutes sur la solidité des preuves publiques. Chez Sony, l'impact se fait durement sentir pendant plusieurs semaines. Retard de production, difficulté à gérer le quotidien en l'absence de systèmes informatiques fiables et multiplication de plaintes déposées par des employés, furieux de voir leurs données personnelles diffusées. Des analystes parlent de centaines de millions de dollars de pertes et de frais, comprenant les actions en justice et le renforcement de la sécurité. Début 2015, le département du Trésor américain impose de nouvelles sanctions contre certains individus et entités nord-coréens, acte perçu comme une mise en garde sur la scène internationale. Dans les milieux politiques et médiatiques, un débat s'installe sur la capacité de Washington à dissuader d'autres attaques de ce type. L'affaire Sony devient alors un signal d'alarme global sur la menace croissante que représentent les incursions informatiques menées ou encouragées par des États. Enfin, au tout début de l'année, les observateurs constatent que la réputation de Sony reste ébranlée, que la crainte suscitée par la Corée du Nord s'amplifie et que les discussions se recentrent sur la défense de la liberté d'expression. Pour comprendre l'envergure de cette crise, il faut reconstituer en détail l'infiltration du réseau, les décisions précipitées en interne et la stratégie choisie par le gouvernement américain pour sanctionner le régime soupçonné d'avoir orchestré l'attaque. Dans les semaines qui suivent l'attaque, des équipes spécialisées en cybersécurité, mandatées par Sony et soutenues par le FBI, mènent une enquête approfondie sur la chronologie technique du piratage. Elles découvrent que les assaillants s'infiltrent probablement dans le réseau de Sony des semaines, voire des mois avant le 24 novembre 2014. Durant cette période discrète, ils cartographient les serveurs contenant des données financières, des informations sur la production cinématographique, des dossiers du personnel et des échanges d'emails internes. Une fois cette reconnaissance terminée, ils procèdent à l'exfiltration de plusieurs téraoctets de données, qui sont acheminés vers des serveurs externes sous leur contrôle, sans que personne ne détecte immédiatement l'opération. Le 24 novembre, ils lancent la phase finale en répandant un malware destructeur, souvent appelé Wiper, sur un grand nombre de postes de travail et de serveurs, déclenchant la paralysie des systèmes. D'après les experts, il s'agit d'une manœuvre coordonnée qui cause de lourdes pertes et rend la récupération complexe. Malgré les soupçons initiaux sur le vecteur d'intrusion, les autorités ne révèlent pas publiquement tous les détails techniques, même si des hypothèses circulent quant à l'utilisation de spear phishing ou d'informations d'identification compromises pour pénétrer le réseau. Les sociétés de cybersécurité embauchées par Sony aident à analyser les disques durs touchés
et à rétablir les flux sous l'œil vigilant des enquêteurs fédéraux. L'onde de choc créée par l'attaque impacte profondément Sony Pictures Entertainment. Les premiers rapports financiers évoquent déjà des sommes significatives consacrées à la remise en état des réseaux et à la mise en place de mesures correctives. Les estimations discutées dans les médias indiquent des pertes potentiellement chiffrées en centaines de millions de dollars. Dans ses communications officielles, Sony prévoit d'absorber ces coûts sur plusieurs trimestres, tout en rappelant la nécessité de mieux sécuriser ses serveurs. En institène, la tourmente suscitée par la révélation des milliers d'emails et de documents sensibles pèse indirectement sur les dirigeantes et dirigeants. En février 2015, Amy Pascal, coprésidente de Sony Pictures Entertainment, quitte son poste. Les médias évoquent la controverse autour de ces emails rendus publics, même si la société insiste sur le fait qu'il s'agit d'un accord de transition convenu en amont. Néanmoins, l'enchaînement des événements rend impossible d'ignorer le lien entre l'exposition médiatique nocive et ce départ anticipé. En réaction à la brèche subie, Sony entreprend de renforcer en profondeur sa sécurité informatique. La direction annonce de nouveaux protocoles de protection des données et de nouvelles politiques internes, tout en réorganisant les équipes responsables de l'informatique et de la cybersécurité. L'entreprise se dote de solutions de surveillance plus sophistiquées, finance des formations destinées au personnel pour éviter d'autres intrusions possibles et recourt à divers prestataires extérieurs pour vérifier régulièrement l'étanchéité de ces réseaux. Les observateurs notent que ces initiatives, bien que coûteuses, paraissent indispensables au vu de l'ampleur de l'attaque et de la sensibilité des informations détenues dans le secteur du divertissement. Sur le plan juridique, de nombreux employés, actuels et anciens, intentent des actions collectives, reprochant à Sony de ne pas avoir protégé correctement leurs données personnelles. Les plaintes invoquent la négligence de l'entreprise dans la gestion des mots de passe, la sauvegarde des bases de données et la surveillance des intrusions. Pour minimiser le risque de procédures longues et coûteuses, Sony s'oriente vers des accords amiables qui proposent une compensation financière et la prise en charge de services de surveillance de crédit afin de prévenir d'éventuelles usurpations d'identité. Les tribunaux examinent la recevabilité de chaque plainte, s'assurant de la démonstration d'un préjudice concret. À ce stade, aucune poursuite pénale ciblant directement les pirates n'aboutit, compte tenu du fait que les États-Unis pointent officiellement du doigt la Corée du Nord comme instigatrice de l'attaque, rendant difficile l'identification individuelle des auteurs concrets. Parallèlement, le film The Interview subit lui aussi les conséquences de la crise. Les recettes en salle demeurent modestes sur le territoire américain, car de nombreuses grandes chaînes de cinéma renoncent à le programmer dans un climat d'inquiétude. En revanche, sa diffusion en vidéo à la demande et en téléchargement numérique connaît un succès relatif. La curiosité du public, le battage médiatique et la volonté de défendre la liberté d'expression incitent un grand nombre de spectateurs à y avoir recours en ligne. L'affaire devient en quelque sorte un symbole de la confrontation entre une œuvre satirique et une menace de répression extérieure. Certains observateurs soulignent aussi la responsabilité des studios et des exploitants qui se trouvent malgré eux dans une position délicate, pris en étau entre le risque d'attaque et la défense de la liberté d'exprimer des opinions, même au travers d'une comédie irrévérencieuse. Dans la durée, cet épisode incite Hollywood à reconsidérer l'éventuel impact géopolitique de certains sujets sensibles. Des discussions éclosent parmi les producteurs et réalisateurs qui s'interrogent sur la nécessité d'évaluer sérieusement les risques d'hostilités informatiques lorsqu'un projet de film aborde un régime ou un dirigeant étranger. Plusieurs responsables d'équipes de communication et de marketing travaillent désormais en étroite collaboration avec les spécialistes de la cybersécurité pour anticiper d'éventuelles vulnérabilités. Des plans de gestion de crise sont établis pour faire face à la possibilité de nouveaux piratages à grande échelle. Au niveau politique, le gouvernement américain cible officiellement la Corée du Nord, imposant de nouvelles sanctions dès le 2 janvier 2015. Ces mesures visent des entités et des individus jugés proches du régime,
même si les retombées concrètes restent difficiles à évaluer au vu de l'isolement déjà fort de ce pays. Par la suite, l'appareil de défense américain intègre plus explicitement la menace cyber nord-coréenne dans ses rapports officiels pour mieux anticiper d'autres attaques de ce type. Des responsables soulignent régulièrement l'affaire Sony comme un exemple révélateur de ce que peuvent provoquer des opérations informatiques destructrices menées ou encouragées par un État. Ces discours gouvernementaux justifient aussi le renforcement des capacités américaines de défense et de dissuasion dans le domaine numérique. Progressivement, l'attaque contre Sony Pictures devient un véritable cas d'école. Les spécialistes de la cybersécurité l'utilisent pour illustrer l'ampleur des pertes qu'une telle agression peut occasionner, qu'il s'agisse de dommages techniques ou de conséquences sur la réputation. Les formations universitaires et les séminaires professionnels s'y réfèrent pour souligner la nécessité de se protéger non seulement contre le vol de données bancaires, mais aussi contre la divulgation d'emails internes ou de secrets industriels. De nombreux acteurs du secteur du divertissement annoncent alors le durcissement de leurs propres dispositifs, craignant de subir le même sort. Les grandes entreprises se dotent d'outils de continuité d'activité en cas de désastre informatique et élaborent des procédures standardisées d'alerte et de communication. Malgré un examen minutieux de l'affaire, il subsiste des zones d'ombre. Les agences américaines ne révèlent pas publiquement tous les éléments de renseignement qui étayent l'attribution à la Corée du Nord, pas plus qu'elles ne divulguent la chronologie complète de l'intrusion initiale. Personne ne sait si des pourparlers secrets ont lieu entre Sony et les pirates, en dehors des menaces diffusées par voie médiatique. Les données volées ne sont évidemment pas publiées dans leur intégralité. Et Sony justifie ce choix par le respect de la vie privée et la protection d'informations confidentielles. L'attaque reste un épisode inédit dans l'histoire d'Hollywood, car elle vise à empêcher la sortie d'un film jugé offensant par un État étranger, tout en affectant massivement la production, la distribution et les infrastructures informatiques d'un acteur majeur du cinéma américain. De surcroît, la quantité de données mises au jour révèle la vulnérabilité générale des grandes entreprises face à des menaces informatiques sophistiquées. L'implication présumée de la Corée du Nord démontre que le cyberespace peut devenir un champ de bataille politique et culturel, où la censure s'exerce à travers le sabotage numérique. Aujourd'hui, Sony fonctionne toujours, mais sous une direction davantage attentive à la cybersécurité et aux répercussions possibles de chaque projet. The Interview finit par être diffusé, mais dans des conditions profondément bousculées par la crainte d'attaque et l'interruption initiale de sa sortie en salle. L'affaire sert encore de leçon aux studios, au gouvernement et au grand public, rappelant que la frontière est mince entre le divertissement, la diplomatie et la sécurité dans un monde interconnecté.